Boucher, qui est avec nous ce soir. Ce sont des gens qui sont évidemment des experts dans leur domaine, qui connaissent très bien les choses, et puis qui vont justement nous apprendre pas mal de choses, spécialement sur l'élevage. Alors, Jocelyne Porcher, on l'a invitée parce qu'elle, elle a été véritablement éleveuse au départ, donc elle sait de quoi elle parle. C'est pas seulement une intellectuelle, elle a aussi travaillé véritablement avec les animaux, et ça, c'est quand même inestimable. Hein. Elle est aujourd'hui directrice de recherche à l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique. Donc, vous voyez, c'est quand même quelque chose. Hein. On a plus qu'à l'attendre. Donc, voilà. Elle est l'auteur aussi de plusieurs livres. Hein, plusieurs livres. Alors, dont un livre blanc, d'ailleurs, pour une mort digne des animaux, en 2014, j'ai retenu ça. Puis le dernier, Vivre avec les animaux quand les... On va le faire sur deux. Non, c'était bon, la voilà. Alors, avec Jocelyne, ce soir, le but de la soirée, c'est de réfléchir effectivement sur l'élevage, sur notre lien aussi avec l'animal, hein, ce qu'on en a fait depuis que l'homme a commencé à s'occuper de l'élevage. Voilà. Alors, merci Jocelyne pour votre intervention à l'avance. Merci à vous d'être ici pour cette discussion débat, parce que j'espère qu'on va avoir une discussion bien enrichissante et vive. Il faut bien parler dans le micro. Comme ça. Donc le titre de mon intervention, c'est réinventer l'élevage. Donc pourquoi et comment? Parce que justement, enfin, ce que je vais essayer de montrer, c'est qu'on est à une époque charnière où l'élevage doit se réinventer, ou alors il risque de disparaître. Alors ce que je vais essayer de faire, c'est de remonter la dynamique de cette disparition programmée, et pour expliquer pourquoi on en est arrivé là, et comment on pourra en sortir, si c'est possible d'en sortir. Alors bon, je pense que tout le monde a bien conscience qu'on est dans un contexte très critique des activités d'élevage. Ici, évidemment, c'est le lieu, puisque c'est le lieu de la contestation d'une forme de relation de travail aux animaux particulièrement en extension aujourd'hui, et donc un environnement emblématique. Mais cette critique de l'élevage, elle est aussi le fait, par exemple, d'un ensemble d'acteurs qui critiquent à la fois l'élevage du point de vue de l'environnement, du point de vue du traitement des animaux, et donc plus largement du point de vue de la relation domestique aux animaux. En fait, cette critique de l'élevage, elle s'est vraiment cristallisée en 2006 avec la publication d'un rapport de la FAO qui s'appelle Livestock Long Shadow, en français l'ombre portée de l'élevage. D'ailleurs, la couverture du rapport de la FAO sur l'élevage, sur ce Livestock Long Shadow, on voit une vache, l'ombre d'une vache qui recouvre la planète, quoi. Donc ça donnait, rien que la couverture donnait déjà le ton de ce qui était à l'intérieur. Effectivement, c'est à partir de ce rapport en 2006 qu'a été construite la critique de l'élevage en tant que facteur de dégradation de l'environnement. Alors c'est dans ce rapport qu'on trouve que l'élevage est producteur d'effets de serre, qu'il est cause de 18% de l'effet de serre, qu'il est cause de réduction de la biodiversité, qu'il est cause de pollution des eaux, qu'il est cause de destruction de la santé des humains. Et ce qui est intéressant dans ce rapport, c'est, alors que ce soit d'ailleurs en français ou en anglais, c'est qu'il parle tout le temps d'élevage. Il ne parle pas de système industriel, il ne parle pas de production animale. Le terme employé tout le temps, c'est élevage. Alors il y a ce volet-là, ce volet critique donc, qui date de 2006, et ce rapport en fait a été vraiment très utilisé par tous les opposants à l'élevage, parce que c'est dans ce rapport qu'on trouve les premiers chiffres qui permettent d'alimenter une critique définitive de l'élevage. Bon, en sachant donc, mais j'y reviendrai, que là on parle d'élevage. Alors il y a aussi aujourd'hui une critique radicale du traitement des animaux dans les systèmes industriels. Alors, bon, je pense que vous avez vu les vidéos de L214,
toutes les associations qui militent contre le traitement des animaux, là aussi, c'est une critique de l'élevage, mais en fait qui ne parle que des systèmes industriels. C'est-à-dire qu'on parle d'élevage, le mot élevage est utilisé tout le temps, mais en fait, ce qu'on nous montre, c'est surtout des systèmes industriels, et donc avec un amalgame entre l'élevage et les productions animales. Il y a aussi une condamnation là qui est plus philosophique, et c'est une condamnation de la relation de domestication aux animaux. Donc, alors ça c'est plus dans le champ de ce qui s'appelle les Human Animal Studies ou les Animal Studies. C'est la démonstration que la relation de domestication aux animaux, c'est la matrice de toute l'exploitation antérieure. Donc voilà, depuis 10 000 ans, depuis qu'on aurait domestiqué les animaux il y a 10 000 ans, on aurait avec eux des rapports d'exploitation, des rapports de domination, et que donc il faudrait sortir en fait de cette relation de domestication aux animaux, voilà, pour avoir une conduite éthique en fait. Et alors après, bon, ce que deviennent les animaux, on ne sait pas trop. Donc en fait, dans ce contexte critique, ce qui ressort, c'est qu'il n'y a pas de différence entre l'élevage et les productions animales. C'est ça que je vais développer, c'est le cœur de mon travail de recherche, c'est de montrer que l'élevage et les productions animales, c'est deux mondes complètement différents, qu'on ne peut pas mélanger les deux et jeter le bébé avec l'eau du bain. Ce qui est fait justement à la fois par la FAO, à la fois par les opposants au système industriel du point de vue de la relation aux animaux, et encore plus évidemment par ceux qui critiquent les relations de domestication, parce qu'ils font comme si cette relation de domestication, ça avait toujours été une relation d'exploitation, était toujours une relation d'exploitation, alors que, par exemple de mon point de vue, au contraire, on peut voir la relation de domestication comme un rapport d'émancipation commun des humains et des animaux face à la nature. C'est pas, voilà, on peut, parce que souvent cette critique elle repose sur une analyse marxiste de la domination, mais on peut retourner cette analyse marxiste du point de vue de l'émancipation. Donc, ce que je fais pour ma part, en essayant de montrer justement que la domestication, au contraire, c'est une émancipation commune. Alors, pourquoi l'élevage et les productions animales, c'est pas la même chose? Parce que l'élevage, c'est un rapport historique de travail avec les animaux, donc qui est lié à la domestication, qui fait que ce qui s'est passé, c'est qu'on a en fait entrer les animaux dans la société humaine, mais pas fait entrer n'importe comment, on les a fait entrer dans le monde du travail, en fait. Même si le terme de travail, c'est un concept très récent, en fait, bon, on peut dire qu'ils sont rentrés dans des systèmes de production. Sans les animaux, évidemment, on n'aurait pas fait tout ce qu'on a fait voilà, sur l'attraction animale, sur l'agriculture. Même on n'aurait pas pu faire d'agriculture sans les animaux. Et donc l'élevage, c'est aussi pour ça que c'est un rapport d'émancipation du point de vue de la domestication, c'est que c'est vraiment l'inverse de la prédation. Moi je pense que c'est un des ressorts de la relation aux animaux. C'est au lieu d'avoir un rapport avec les animaux du prédateur et de la proie, comme dans la chasse, on a un rapport familial, de pacification, puisqu'on fait rentrer les animaux dans la maison. C'est ça la domestication. C'est domus, on fait rentrer les animaux dans la maison. Et donc c'est en vue d'avoir une relation pacifiée et non violente. Alors, je reviendrai après sur le travail, mais au contraire, les productions animales, c'est très récent. Là, l'élevage, il y a 10 000 ans d'histoire, 10 000 ans d'apprentissage commun entre les animaux et nous, 10 000 ans de fréquentation, d'apprentissage réciproque, alors que les productions animales, ce que j'appelle les productions animales, elles sont profondément liées à la naissance du capitalisme industriel. Alors, bon, on peut dire c'est 18e, 19e, ça dépend plus du pays. Pour ce qui concerne la France, moi je dirais que c'est vraiment quelque chose se passe au milieu du 19e siècle, avec l'émergence du capitalisme industriel et la naissance d'une discipline complètement sortie ex nihilo de nulle part, ex nihilo, c'est la zootechnie. En fait, ce qui se passe au milieu du 19e siècle, c'est que toute
toute la nature, tous les animaux, les plantes, les ressources souterraines, tout apparaît comme source de profit. C'est-à-dire, vraiment, le capitalisme dans son essence, c'est d'aller chercher le profit partout où il peut être. Et là, au milieu du XIXe siècle, en fait, les vétérinaires, les agronomes, les banquiers, les industriels s'avisent que il y a tous ces animaux chez les paysans là, qui en fait ne rapportent rien, quoi. Ils ont l'idée que là il y a une ressource, alors comme les végétaux, parce qu'avant qu'existent les productions animales, moi j'appelle les productions animales parce que c'est quand même multiple, mais à l'époque ils parlent de la production animale. En amont, il y a déjà une invention de la production végétale, c'est-à-dire l'agriculture devient une production végétale, une production animale. C'est-à-dire on sépare les deux en disant que les systèmes de production peuvent être séparés et le profit qu'on peut tirer des uns et des autres peut être différencié. Et c'est ce qui se passe en fait. Donc cette zootechnie, c'est une discipline qui est inventée, qui est fondée sur la biologie et sur l'économie, et qui conceptualise les animaux comme des machines animales. Alors bien sûr, en amont, il y a Descartes, il y a Bacon, il y a toute une philosophie de la relation à la nature en évolution, mais là, ce qui change, c'est que justement, on lit ces représentations des animaux comme machines à une visée économique et à une visée biologique. C'est-à-dire, les animaux, c'est des machines biologiques. Il compare à des hauts fourneaux. Les hauts fourneaux, on fait entrer quelque chose, il sort quelque chose, il faut qu'entre les entrants et les sortants, il y ait du profit. Et donc, il y a une conception de la machine animale, une conception aussi des paysans qui deviennent, alors à l'époque, les premiers zootechniciens parlent d'animaliculteurs. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans... ils cherchent à théoriser, en fait. On a une machine, il y a des servants de la machine, c'est les animaliculteurs, et puis il y a les ingénieurs de la machine, c'est les zootechniciens. Donc, en fait, une espèce de hiérarchie des systèmes de production qui, rationnelle. Et donc, quand on lit les livres de zootechnie, c'est assez saisissant parce qu'on s'aperçoit en lisant ces ouvrages que l'objectif des zootechniciens avant tout, c'est de casser les représentations qu'avaient les paysans de leurs animaux et de leur travail avec les animaux, de montrer que c'est vraiment archaïque, c'est inutile, ça produit rien, ça participe pas de la richesse du pays, etc. Et donc d'essayer de changer ces représentations pour faire entrer les paysans dans le progrès. Parce qu'à l'époque, justement, cette notion du progrès, elle est extrêmement forte. Alors, ce qui est très intéressant, moi, qui m'avait étonné quand j'avais découvert tout ça, c'est que ces livres de zootechnie, d'agronomie, ces livres vétérinaires, parce que les vétérinaires ont vraiment une place importante là-dedans, c'est ce dont parle le livre, l'article... Quand les vaches auront des cornes, c'est justement là-dessus, c'est sur la place des vétérinaires dans ce processus de transformation des représentations des paysans au XIXe siècle, parce que les vétérinaires, avant les paysans ils étaient avec leurs animaux, il n'y avait personne qui venait leur dire faut faire ci, faut faire ça. Bon, les zootechniciens arrivent pour dire, c'est pas les zootechniciens, c'est des étudiants formés par les zootechniciens. Mais les vétérinaires, il y avait des vétérinaires, il y avait ce qui s'appelait à l'époque les empiriques, qui étaient des maréchaux ferrants, et qui avaient une pratique de soins qui ressemble beaucoup, quand on lit les manuels d'empirique, tous ces manuels, tout ça c'est sur Internet. Si vous voulez les chercher, c'est très facile à se trouver, ils sont sur Gallica. Il y a des manuels vétérinaires du milieu du XIXe siècle, qui sont un peu avant, d'ailleurs non, au milieu du XIXe siècle, parce que le vrai changement chez les vétérinaires, c'est 1880. Mais ces vétérinaires, en fait, ils ont des pratiques qui ressemblent beaucoup aux pratiques de l'homéopathie aujourd'hui, puisque j'ai travaillé avec des vétérinaires homéopathes, un groupe qui s'appelle Homéo à la ferme,
qui ont écrit un livre d'ailleurs qui s'appelle Homéo à la ferme. Et donc avec voilà, un rapport individualisé de soins aux animaux, une connaissance individuelle des animaux et un rapport, voilà, c'est pas la maladie qu'on soigne, c'est l'environnement de l'animal qui permet la maladie, quoi. Et ce qui se passe avec la naissance de la zootechnie, la prise en main des vétérinaires du travail des paysans, c'est que c'est plus des animaux puisque c'est des machines, et donc on va chercher à éradiquer la maladie, la pathologie. On en est toujours là, on raisonne comme ça. C'est la maladie qu'il faut. Et donc vétérinaires et zootechniciens, voilà, entreprennent d'être missionnaires du progrès agricole et donc de diffuser dans les fermes et surtout dans les écoles d'agronomie cette nouvelle discipline, cette nouvelle science de la relation de travail avec les animaux de ferme comme avec un objectif de profit, quoi. Par exemple, ce que dit un de ces zootechniciens, particulièrement intéressant parce qu'il est assez ambigu, quoi. Il dit des choses et en même temps on sent qu'il est pas si sûr de ce qu'il dit. C'est que par exemple une belle vache, c'est pas une belle vache qui a des belles cornes, une belle ligne, des belles couleurs, etc. C'est une vache qui produit, quoi. Et on voit dans ces ouvrages comment on cherche à détruire chez les paysans tout l'aspect affectif de leur relation aux animaux et tout l'aspect esthétique. Et ça, je pense que quand on regarde, par exemple, les 1000 vaches, eh bien, on voit que voilà, les vaches, elles sont moches, tout le monde s'en fout parce qu'elles sont là pour pisser du lait, que ce soit des sacs d'os qui n'ont pas de cornes, et qui n'ont pas de ligne et qui n'ont absolument pas plaisir à regarder. Bon, ben, ça fait longtemps que c'est accepté comme ça. Et ça date, voilà, du milieu du 19e siècle. Alors j'insiste parce que souvent on entend dire que tout ce processus d'industrialisation, il a commencé après la guerre. Or, c'est faux. Et c'est important parce que on n'a pas industrialisé après la guerre pour nourrir les populations, blablabla. C'est pas vrai. C'est un processus qui a commencé au 19e siècle, qui a commencé sur les représentations. Parce que pour faire changer les comportements des gens, pour faire changer leur conduite, il faut changer ce qu'ils ont dans la tête, il faut changer leur représentation des animaux, leur représentation de l'alimentation, leur représentation du monde. Et donc c'est ce qui s'est passé. Alors pourquoi dès le 19e siècle, pourquoi dès le milieu du 19e siècle, il n'y a pas eu les changements qu'il y a eu après la guerre? Parce qu'à l'époque, il y a tout ce discours, on forme les agronomes et tout ça, mais techniquement, en fait, ça marche pas. C'est-à-dire que dès le milieu du XIXe siècle, on cherche à mettre les animaux sur caillebotis, à élever les veaux sur caillebotis, à les enfermer dans des trucs pour que ça aille plus vite et tout ça, mais en fait, ils meurent. Et donc voilà, il y a un problème technique là, quelque chose qui colle pas. Après la guerre, la grande innovation qui va permettre le développement des systèmes industriels, c'est les antibiotiques, c'est les vitamines de synthèse. C'est grâce aux antibiotiques que là, à partir effectivement des années 60, le développement des filières avicoles, des années 70, le développement de la filière porcine, par exemple, les deux gros secteurs industriels qui sont toujours aujourd'hui les deux plus gros secteurs industriels. Voilà, c'est les antibiotiques qui leur servent de... D'ailleurs, il faut voir, par rapport à la production porcine que je connais bien, parce que j'ai beaucoup travaillé sur cette filière, dans les années 70, au moment où il y a un plan de rationalisation de la production porcine, donc il décide, alors qu'il y avait à l'époque des dizaines de races porcines dans tous les cantons, il y avait des cochons chez tous les paysans, il décide de rationaliser la production porcine, et donc de faire ce qu'on connaît aujourd'hui, des systèmes industriels, c'est-à-dire voilà, des conduites en bande, on met toutes les truies à la production en même temps, donc elles font leur porcelain en même temps, donc on élève tous les animaux d'un même âge en même temps, on les abat tous en même temps, voilà. Et donc ça peut être multiplié infini, on peut avoir, je sais pas, tant de truies où on peut en avoir le double, on peut en avoir le triple, mais l'organisation du travail est la même. Et donc, j'ai perdu ce que je voulais dire.
voilà, oui, c'est ça. C'est que j'ai rencontré des gens qui ont participé à ce développement industriel dans les années 70. J'ai rencontré des paysans, j'ai rencontré des vétérinaires, et donc en fait, ils cherchaient tous comment maintenir en vie les animaux dans ces systèmes. C'était leur idée fixe. Il y avait, si vous regardez la littérature professionnelle de l'époque, il y avait des maladies tout le temps. La maladie d'Ogeski, la maladie de ci, la maladie de ça. Ils cherchaient comment s'en sortir. Et donc voilà, dans les années 80, en fait, ils ont réussi, on peut dire, ils ont réussi à faire survivre des animaux dans ces systèmes, grâce notamment à des antibiotiques, à une panoplie pharmaceutique. Donc voilà, enfin, je pense que c'est ça qu'il faut voir, c'est la dynamique d'industrialisation qui commence avec les transformations de notre société capitaliste. C'est l'argent qui fait, c'est la recherche de profit qui fait qu'on transforme les relations des paysans et leurs animaux, et on transforme les paysans, parce qu'après, quand les paysans, les jeunes, même paysans de l'époque, vont à l'école, voilà, ils ressortent de l'école, ils ne sont plus comme leurs parents, quoi. Ils n'ont plus du tout les mêmes choses dans la tête. Alors il y a l'histoire entre comment les productions animales et l'élevage, il y a l'histoire, et cette histoire différente, donc l'élevage sur le temps long, de la relation de domestication, une dynamique. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas parce que c'est de l'élevage que les animaux étaient bien, mais ils vivaient comme les paysans. Voilà, c'est une vie, ce que disait Mandras d'ailleurs, être paysan, c'est pas un métier, c'est un état, mais c'est un état avec des animaux. Voilà, s'il y a des guerres, les animaux sont enrôlés. Si c'est la paix, les animaux sont mieux. S'il y a à manger, tout le monde mange. S'il n'y a pas à manger, tout le monde meurt de faim. Voilà, les animaux étaient vraiment dans la famille paysanne, quoi, voilà. Avec effectivement des gens sûrement qui étaient très gentils avec les animaux, puis des gens qui n'étaient pas gentils du tout, forcément. Et il y a quelque chose qui permet de voir aujourd'hui les différences entre production animale et élevage, c'est les rationalités du travail. Alors ça, j'y reviendrai un peu à la fin, c'est important parce que justement, c'est là qu'on peut voir par exemple la différence entre une usine de 1000 vaches et puis un éleveur comme ceux avec qui je travaille, qui ont des petits troupeaux, qui vendent à la ferme, ou qui ne vendent pas à la ferme, mais en tout cas qui ont une exigence dans le travail, à la fois sur la relation aux animaux, sur le rapport à la nature et sur le rapport aux consommateurs, c'est que les rationalités du travail ne sont pas les mêmes. Parce que, alors, ça je renvoie j'ai écrit pas mal de trucs là-dessus, mais je renvoie sur cette question du travail, à la clinique du travail, notamment aux travaux de Christophe Dejour, avec qui j'ai travaillé, qui est un psychologue du travail qui a beaucoup travaillé sur la souffrance du travail, donc sur qu'est-ce que c'est que travailler pour la clinique du travail. Et alors, justement, j'y reviendrai aussi. Non, j'y reviendrai après là-dessus. Donc, travailler. Voilà. En fait, pour montrer que les différences entre élevage et production animale, travailler, c'est pas seulement produire. Voilà, ça, c'est un truc clé. Travailler, c'est pas seulement produire. Et d'ailleurs, c'est pas d'abord produire. Travailler, c'est d'abord vivre ensemble, produire et se produire. Ça, c'est vraiment des concepts de la clinique du travail, mais qui m'ont servi parce que du coup, j'ai pu mieux comprendre justement que pour ces éleveurs, le travailler, c'était les éleveurs. Alors, je dis les éleveurs, ça parle de l'élevage, les producteurs, c'est les productions animales. Donc, les éleveurs, effectivement, et c'est ce que j'ai montré dans mon travail, ils font de l'élevage pour vivre avec les animaux. La première rationalité du travail, c'est de vivre avec les animaux. C'est-à-dire, ils ne font pas ça pour gagner de l'argent, mais ils font ça pour vivre avec les animaux et pour se produire effectivement, parce qu'il y a aussi une quête d'identité dans la relation de travail avec les animaux. C'est-à-dire que c'est pas pour ça qu'il n'y a pas une rationalité productive économique, parce qu'ils ne pourraient pas vivre avec les animaux s'ils ne gagnaient pas leur vie avec eux. Donc la première rationalité, c'est le vivre ensemble, et après, il y a une rationalité économique qui sert cette rationalité relationnelle. Pour pouvoir vivre avec les animaux, il faut travailler avec eux,
Il faut gagner de l'argent grâce à eux, parce que c'est grâce à cet argent gagné qu'on peut continuer à vivre avec eux. Alors ça, c'est vrai, je pense que c'est vrai en élevage, c'est vrai dans d'autres métiers, notamment dans les métiers artisanaux. Alors que les productions animales, le travail a une seule rationalité, elle est économique. Il n'y en a pas d'autre. C'est discuter avec les producteurs, voilà, ça tourne, ça revient toujours sur les questions de profit, et bon, pour une bonne raison, hein, c'est que tous ces systèmes, justement, sont des énormes machines à faire du chiffre d'affaires, à faire tourner voilà, des tas d'acteurs différents, notamment par exemple la génétique, les bâtiments, l'alimentation animale, tout ça, tout ce système qui à chaque niveau voilà, va chercher du profit. Les généticiens vont chercher du profit, les vendeurs d'aliments vont chercher du profit. Et voilà. C'est pour ça que quand on se trouve, moi ça m'avait étonné au début que j'ai travaillé en production porcine, quand vous vous trouvez dans une exploitation porcine, vous voyez des vendeurs de ci et de ça toute la journée, quoi. Des commerciaux qui viennent vendre ci, des commerciaux qui viennent vendre ça, parce qu'évidemment c'est un gros bazar à générer du profit à chaque échelon, quoi. Malgré qu'il n'en reste pas beaucoup justement pour les personnes qui travaillent. Donc ça, c'est voilà, les deux grandes différences entre élevage et production animale. Et donc c'est pour ça que c'est un gros problème quand la FAO dit que l'élevage voilà, est responsable de 18% des effets de serre. D'ailleurs, chiffre qui a été réduit à 14%, puisqu'ils n'avaient pas tenu compte des prairies, mais enfin... Donc c'est pas l'élevage qui est responsable de l'effet de serre, c'est pas les éleveurs que je connais qui ont quelques vaches et en plus qui les nourrissent uniquement à l'herbe, etc. C'est les productions animales, c'est les feedlots, c'est ces grands trucs industriels effectivement qui détruisent la planète. Le problème c'est de ne pas faire la différence parce que du coup les solutions ne sont pas du tout les mêmes. Si on faisait la différence, le meilleur moyen d'arrêter les dégâts occasionnés par les systèmes industriels, ça serait petit à petit de favoriser leur disparition, leur transformation, de refaire de l'élevage. Tandis que si on ne fait pas la différence, on condamne l'élevage avec les productions animales. Et là, c'est un gros problème pour les éleveurs, justement, qui se font critiquer, parce qu'eux ne se sentent pas concernés, ils ne sont pas comme leurs voisins industriels, quoi. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec deux grands types de systèmes, en fait. Les productions animales qui font l'essentiel des productions, qui reçoivent l'essentiel des subventions, des financements, qui sont, et on le voit, dans une poursuite de l'industrialisation constante, avec les nouvelles technologies, par exemple des collègues qui travaillent sur l'intensification écologique ou la technologisation de l'élevage avec des drones, des robots. Maintenant, voilà, on remplace les chiens par les vaches sont surveillées par des robots, par des drones. On voit bien, il y a des robots dans toutes les fermes. Enfin voilà, il y a tout un appareillage des nouvelles technologies qui rentrent dans les productions animales. Et parce qu'on est dans un nouveau tour de manivelle de l'industrialisation. Elle n'est pas du tout en train de se résorber, au contraire, c'est juste l'inverse, elle est en train de se poursuivre. Alors, on le voit en discutant avec des producteurs, l'idée c'est qu'on est dans un système concurrentiel, et là, on le voit en discutant avec des producteurs laitiers, avec des producteurs porcins, voilà, on est en concurrence avec tel pays, donc il faut produire moins cher, il faut... alors l'argument vraiment phare qu'on entend tout le temps, c'est que en 2050, il y aura 9 milliards d'habitants, donc comment les nourrir, etc. Donc il faut produire plus, voilà, donc il faut être réaliste, il faut, ça crée des emplois, et puis il y a l'idée aussi puis il y a l'idée qui est pas... concrètement, qui est difficile à contester du point de vue de ses effets, c'est que ces systèmes, s'ils sont bien promus, ils sont acceptés socialement. C'est la résistance à ces systèmes, alors j'en reparlerai sur la question animale, mais sur le fond, que c'est
un système qui sert le capitalisme, c'est pas ça qui est le plus critiqué en fait. Et on peut très bien, par exemple, voir comment ces grandes exploitations d'animaux, en fait, arrivent, et ça c'est le propre du capitalisme, arrivent à capter les désirs des consommateurs et à les intégrer dans ces systèmes industriels, méga-industriels. Je pense par exemple à une ferme immense, enfin une ferme, mais qui s'appelle ferme, hein, qui se décrivent comme une ferme, qui s'appelle Oak Farm aux États-Unis. Alors je ne sais plus dans quel état ils sont. Il y a 40 000 vaches. 40 000 vaches, et encore en Chine ou en Australie, il y a encore des systèmes plus grands. Mais ils ont, enfin, je vous engage à regarder sur Internet leur promotion. Oak Farm, ça s'écrit O-A-K-S, Farm. Donc ils ont 40 000 vaches laitières, 7 000 truies, donc déjà 7 000 truies en soi, c'est déjà énorme, quoi. En Bretagne, on est à 3 000 truies, c'est déjà beaucoup. C'est 40 000 vaches laitières, donc vous voyez, 1000 vaches, 40 000 vaches sur un seul site, hein, c'est pas 40 000 vaches disséminées. Mais si vous regardez comment ce truc est vendu, en fait, non seulement ils ont 40 000 vaches, mais en plus, ils font, enfin, c'est un comment on appelle ça, un parc pédagogique, enfin un truc pédagogique. Ils font des visites de ferme, il y a des jeux pour enfants. Enfin, c'est une espèce de parc de loisirs, voilà, parc de loisirs avec des petits trains, des petits machins. Les gens payent quand même, j'avais noté, je crois que c'est 15 $ pour rentrer là-dedans. Et donc, ils ont voilà, des animations, enfin, c'est un genre de Disneyland, voilà, du petit Disneyland. Et donc, ils vendent l'idée qu'ils sont durables, voilà, ils produisent pour nourrir tous les gens, parce que tous ces gens, voilà, ils boivent du lait, ils mangent des yaourts. Et donc, voilà, et ça marche, puisque enfin, cette ferme elle s'est agrandie, ils ont commencé plus petits, ils ont agrandi, ils ont des milliers de visiteurs. Et en fait, voilà, ils captent ce que proposent les petits éleveurs, c'est-à-dire de la relation, du contact consommateur-producteur. Alors par contre, sur le site, on voit les vaches un petit peu, mais on ne voit pas les cochons. Donc, je sais même pas si les gens les voient là quand même, et je ne sais même pas s'ils voient qu'ils ne les voient pas. Je ne suis pas sûre que... Parce qu'évidemment, il y a derrière toute une communication, tout un appareillage psychologique évidemment important. Alors, l'élevage, il y a ce mastodonte, là on pourrait comparer en fait à les productions animales depuis le 19e siècle, voilà, c'est comme une grosse autoroute, là. Ils écrasent tout sur leur passage, mais il reste quand même des petits chemins vicinaux là, qui survivent tant bien que mal, et ça, ces gens-là, ils font de l'élevage, ils produisent des produits de qualité, ils entretiennent les paysages, ils maintiennent les races, parce qu'évidemment, toutes ces productions animales ont provoqué la disparition des races qui existaient avant, alors notamment en production porcine. Là, c'est un truc à quoi je suis très sensible, parce qu'il reste en France 6 races porcines en tout et pour tout, alors qu'il y en avait vraiment des dizaines avant. Chaque région avait sa race de cochon qui correspondait en fait au terroir, qui correspondait à l'esprit des gens, parce que voilà, ils voulaient telle forme, court sur pattes, haut sur pattes, poilu, pas poilu, les oreilles tombantes par-ci par-là, enfin bon, chacun avait son idée de ce que devait être un cochon. Et là maintenant, voilà, 98% des cochons qui sont en France, c'est des souches industrielles. C'est des souches industrielles et c'est des objets en fait, parce que là aussi, si vous regardez les sites des organismes de sélection porcine, ils vendent leurs souches de truies comme des voitures, quoi. C'est par exemple la Naïma ou la Luna, c'est des... Voilà, vous voyez la photo de la bestiole, et puis il y a ces performances, voilà, il y a des chiffres, des courbes, des machins, on dirait vraiment une voiture, quoi. C'est vendu comme une voiture. Et donc, face à ça, voilà, il reste 2000 reproducteurs de cochons qui ne sont pas de ces races-là, qui sont essentiellement des Gascons,
un petit peu de Limousin, mais de moins en moins, etc. Enfin, c'est des races, voilà, il y a aussi cette question, enfin, cette question des races, elle est importante, par exemple, en cochon, parce que avec la Naïna, par exemple, il y a une race qui est utilisée même par les bio, parce que, par exemple, si on est un éleveur de cochons bio et qu'on ne veut pas transformer sa production, si on ne veut pas faire de charcuterie, si on veut vendre ses cochons, eh ben, on ne peut pas faire, par exemple, du cul noir ou du cul noir du Limousin ou du Gascon, parce qu'il n'y a pas de transformateur voilà, en bio qui sache. C'est faux, il faut arrêter, hein, c'est pas le Non, attendez. Non, mais c'est faux. Vous interviendrez après, monsieur. Oui, oui. C'est faux. Monsieur, Attendez. monsieur, vous attendez, vous interviendrez après. Non, mais on vous demande pas d'intervenir, c'est clair? Oh, quelle horreur. Faites pas attention. Bon, laissez-moi continuer à raconter n'importe quoi, ça, voilà. Oh. Et donc voilà, donc il reste 2000 animaux comme ça, et donc beaucoup de bio finalement ont des souches industrielles, faute de pouvoir avoir des races locales, parce qu'il y a des problèmes de transformation Donc c'est un problème parce que ces animaux ils sont hyper prolifiques, ils sont faits en fait pour produire beaucoup de porcelets et que ces porcelets grossissent très vite, quoi. Et donc si les races locales disparaissent et s'il ne reste plus que ces souches industrielles, en fait ça sera quasiment impossible de faire de l'élevage de cochons avec ces animaux-là parce qu'ils sont, voilà, on peut dire, programmés génétiquement pour faire des porcelets, beaucoup de porcelets et surtout des porcelets à croissance rapide. Alors que les races locales, c'est des animaux qui ont une croissance lente. Et donc voilà, il reste ces éleveurs, mais ces éleveurs ont beaucoup de mal à faire leur métier, même si enfin, la plupart de ceux que je connais sont très heureux de faire ce métier et essayent vraiment de faire au mieux, mais déjà ils subissent toutes les critiques qui pèsent sur les productions animales, parce que comme on ne fait pas la différence, ben, voilà, on les condamne avec. Et puis en plus, ils ont une pression de l'administration, des règlements. Alors bon, il y a la paperasserie, ça qui pèse sur tous les agriculteurs, mais il y a aussi des pressions spéciales qui ne concernent, on peut dire, en tant que problème, que les petits éleveurs. C'est par exemple toutes ces histoires de puçage, de vaccination obligatoire et un truc que je travaille en ce moment, la question des abattoirs. Et donc, en fait, voilà, ils existent, ces éleveurs, mais on peut dire que leur pérennité n'est pas du tout assurée, parce qu'ils sont, voilà, ils sont pas du tout soutenus dans ce qu'ils font, quoi. Tout le soutien à l'agriculture va aux grosses exploitations. Et la grande aussi différence, enfin, entre cet élevage et production animale, c'est que l'élevage, justement, la question des races, elle le montre, c'est que les souches industrielles, c'est un bien privé, alors que les races, c'est un bien commun. Et c'est l'élevage tout entier qui est un bien commun. C'est pour ça que, enfin, en parlant des perspectives, c'est difficile d'imaginer changer les choses, difficiles d'imaginer réinventer l'élevage avec les seuls éleveurs, quoi. Tout seuls, les éleveurs ne pourront rien faire. C'est vraiment vu que l'élevage est un bien commun, il faut que ce soit une entreprise commune, quoi. Un élan commun, voilà, pour défendre l'élevage. Alors, j'ai pas prévu dans mon petit topo de parler des abattoirs, mais on pourra en reparler après parce que je fais j'anime un collectif là sur l'abattoir à la ferme, donc on pourra en reparler si vous voulez. Mais là, je voudrais parler des alternatives qu'il y a. Voilà, on est dans cette situation. Voilà, quelles alternatives il y a, comment on peut imaginer l'avenir. Alors ça reste la même chose, il y a des alternatives qui sont du côté du capitalisme et du côté de la poursuite de l'industrialisation, et des alternatives qui sont celles que je soutiens, qui sont de refaire de l'élevage. Refaire de l'élevage, je insisterai juste sur un point. Sur les alternatives qui sont en fait une poursuite de l'industrialisation, une poursuite, pas forcément de l'industrialisation forcément, mais de l'emprise du capitalisme sur la relation aux animaux, c'est le projet par exemple d'agriculture sans élevage. Ça,
c'est un projet qui est porté à la fois, et c'est un paradoxe, par les associations de protection animale et les associations de défense des animaux, et par les nouveaux entrants dans le secteur alimentaire, ceux qui produisent des substituts à l'alimentation carnée, le poulet sans poulet, le jambon sans jambon, le steak de soja, et puis bientôt la viande in vitro. Alors, sur le côté défense des animaux, déjà, je rappellerai juste par rapport, pour bien montrer que toutes les questions qui sont liées aux animaux sont des questions politiques, et elles sont une interrogation sur notre système économique. Par exemple, sur la cause animale, qui est, c'est à la mode, la cause animale. La cause animale, alors je ne vais pas faire de grands discours là-dessus, mais il faut se rappeler que cette cause animale aussi, elle est née au milieu du XIXe siècle. Elle est née en même temps, pareil que la zootechnie, que les systèmes industriels. La zootechnie, on peut la situer vraiment sa naissance au 1850, au milieu du XIXe siècle, et par exemple, la SPA, je crois que c'est 1850 aussi, la loi Grammont, qui était la première loi de protection des animaux, c'est 1845, en France, je parle de la France. Donc, en même temps que les systèmes industriels se développe la contestation de ces systèmes, apparemment. En fait, pas vraiment, parce que cette cause animale, elle est portée au XIXe siècle par la bourgeoisie. Par exemple, c'est un peu difficile à expliquer rapidement, mais la loi Grammont, par exemple, qui est une loi de protection animale, qui est votée par le général Grammont, qui a été portée par un général, vise à protéger le public de la violence envers les animaux, notamment vers les cochers qui tapaient leurs chevaux. Il faut voir que c'est l'époque où on descend les chevaux dans les mines, avec les enfants d'ailleurs, on peut lire Dickens. Il y a à la fois un mouvement d'exploitation des animaux très clair là, par le capitalisme, par les industriels, qui ne se posent pas de questions pour descendre les chevaux dans les mines et les enfants de 6 ans, et en même temps un état de la bourgeoisie qui est heurté par la violence que leur système même génère. C'est-à-dire, les cochers, par exemple, qui doivent courir partout, là, qui poussent leurs chevaux, ils tapent leurs chevaux, c'est visible, c'est une violence ouverte. Il faut voir que cette cause animale, justement, elle naît dans un contexte de violence sociale. 1848 n'est pas loin. Il y a des rapports de classe, qui sont très marqués et très violents. Donc cette cause animale, elle arrive là et elle est portée par la bourgeoisie. Elle n'est pas portée que par la bourgeoisie, puisqu'elle est portée aussi par des anarchistes de l'époque, et notamment par des femmes. Donc en pensant au développement de la cause animale aujourd'hui, il faut voir qu'il y a quelque chose qui est très proche de ce qu'on est en train de vivre là. Que cette cause animale, elle arrive aujourd'hui, pareil, dans un état, dans un monde social où les rapports de classe aussi sont très marqués, très riches, de plus en plus riches, des pauvres de plus en plus pauvres et de plus en plus de pauvres. Et puis il y a un souci de l'animal qui apparaît comme ça. Alors ça, j'en dirai pas plus, mais c'est juste pour situer comment cette cause animale, que ce soit au XIXe siècle ou aujourd'hui, elle arrive pas comme ça. Elle arrive sous l'influence d'une dynamique de rapport de force. Alors, pour situer en quoi cette agriculture sans élevage, elle est dans la poursuite justement de l'industrialisation et du capitalisme. Par exemple, le mouvement vegan, par exemple l'association L214, passe des vidéos,
montrer que voilà, l'élevage, c'est une violence envers les animaux. Et là aussi, c'est pas les productions animales, c'est l'élevage. Et donc, il faut changer nos comportements. Enfin, voilà, c'est le but. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez regardé ces vidéos. À la fin de la vidéo, il y a écrit « Moi, je ne mange plus de viande, pourquoi pas vous ?» Quelque chose comme ça. Voilà, c'est une injonction morale pour dire « Vous êtes des criminels si vous continuez à manger de la viande. » Alors, et donc, avec... voilà, alors je ne sais pas si... Dans les librairies, là, je pense que les livres sur qui concernent les animaux, qui visent à nous inciter à arrêter de manger des animaux sont légion, quoi. C'est sans compter le dernier truc de, je me rappelle plus son nom là, Caron. Émeric Caron, voilà. Donc voilà, enfin c'est les journalistes, des philosophes, voilà, toute une masse, enfin, puis comme je travaille là-dessus, je suis supposée lire tout ça, je ne peux pas, il y en a trop, d'ailleurs personne ne peut, il y a trop de choses, hein, parce qu'on est supposé lire ces trucs en anglais, donc là en anglais n'en parlons pas, c'est une masse, une pléthore, une avalanche de choses pour nous dire qu'il faut qu'on libère des animaux, qu'on arrête de manger de la viande, etc. Alors, moi la question que je me suis posée, c'est pourquoi maintenant ces systèmes industriels, ils ont commencé à naître au XIXe siècle, ils ont pris leur essor grâce à des éléments techniques au milieu du XXe siècle, ils existent depuis les années 70, par exemple la production porcine, la production de volaille depuis 60, il y a eu des livres déjà depuis par exemple, il y a un livre qui s'appelle Le Grand Massacre, qui a été écrit en 1981, et qui dénonce les systèmes industriels, mais exactement. À l'époque, les porcheries industrielles, elles étaient plus petites, mais c'était la même chose, c'était la même organisation du travail. Donc, cette critique, elle n'est pas récente, enfin, moi ça n'a rien à voir, moi j'écris plus tard, mais moi j'ai écrit un livre en 2003 qui s'appelle « La mort n'est pas notre métier », c'est un livre très violent, une charge très violente contre les systèmes industriels et les abattoirs industriels. Bon, c'est passé, personne ne l'a lu. Les journalistes en tout cas ne l'ont pas lu, et il y a d'autres collègues, enfin d'autres personnes, pas forcément des chercheurs, des journalistes, des tas de gens qui ont écrit contre les systèmes industriels. Et voilà, tout le monde s'en foutait. Alors pourquoi aujourd'hui, L214 fait 3 vidéos pourries, et on nous dit, mais voilà, ça déclenche une commission à l'Assemblée nationale, Pourquoi maintenant ? Pourquoi maintenant ? Parce que maintenant, il y a des entreprises qui proposent des substituts à l'alimentation carnée. Voilà. Et donc, en fait, moi, je propose de retourner le truc, c'est parce qu'il y a des entreprises qui proposent des substituts à l'alimentation carnée qu'il faut qu'on change nos comportements, qu'il faut qu'on arrête de manger de la viande pour qu'on puisse manger autre chose. Voilà. Alors, c'est vrai que cette évolution est soutenue aussi parce que les productions animales détruisent effectivement la planète. Ça, c'est vrai, les productions animales détruisent la planète. Donc je pense qu'au niveau de nos gouvernants, au niveau des décideurs, ils s'aperçoivent qu'il faut changer quelque chose. Alors la FAO propose maintenant qu'on mange des insectes. Bon, c'est une solution d'avoir des protéines animales qui ne soient pas des vaches, qui soient plus faciles à produire et moins impactants sur l'environnement. Alors, mais ces substituts à l'alimentation carnée, c'est pour ça que je fais le lien avec le capitalisme, c'est qu'ils ne sont pas produits par des petites boîtes du coin. Ils sont produits d'ailleurs majoritairement pour l'instant aux États-Unis. Ces innovations viennent de start-up qui sont soutenues par des multinationales, par la fondation Bill Gates, par Google, par les grands noms de la communication, par les fonds d'investissement les plus puissants, et donc avec un appareillage de communication énorme, quoi. Et donc, voilà le lien avec le capitalisme. C'est que, alors qu'au XIXe siècle, on a détruit la relation de travail des paysans à leurs animaux, aujourd'hui on est en train de détruire notre relation, celle de tout le monde, les consommateurs, ce qu'on mange avec les animaux. Et pour la même raison. C'est-à-dire que tout ce gros appareillage industriel qui est né au XIXe siècle, cette grosse machinerie, parce qu'il comparait ça à des hauts fourneaux, effectivement, c'est lourd, il faut des abattoirs, des gros machins à produire, des gens,
toute cette tonne de merde à gérer là, qui est produite par les porcheries, les machins. Là, ils proposent une alimentation, d'ailleurs ils le disent eux-mêmes, plus propre, soi-disant plus saine, et puis qui ne cause pas de mal aux animaux, évidemment, puisqu'il n'y a plus d'animaux. Et donc, on est là dans un rapport de force aujourd'hui entre des acteurs du monde alimentaire qui émergent à partir de ces innovations, et puis des gros trucs lourds, comme les mille vaches, hein, qui sont issus de la pensée zootechnique du 19e siècle. Et donc, voilà, il y a quelque chose qui s'efface au profit d'autre chose, mais qui n'est pas mieux. Parce que c'est qu'on confie notre alimentation à Bill Gates, c'est pas mieux que de la confier au système industriel. Cette évolution, elle est clairement dans un rapport de force quand on écoute ce que disent ces inventeurs de start-up, ce qu'ils écrivent, parce qu'ils ont réellement l'intention, ils le disent. Alors il y en a un par exemple qui dit qu'il faut rendre l'agriculture d'aujourd'hui obsolète. Ils veulent vraiment, mais c'est ce qui s'est passé au 19e siècle. C'est ce qui s'est passé, on a changé un monde, parce que l'agriculture, c'est un rapport au vivant, c'est un rapport à la nature, un rapport aux animaux. Au 19e siècle, le capitalisme l'a transformé pour le réduire à sa rationalité instrumentale et économique. Et là, il est en train de se passer la même chose, c'est-à-dire qu'on est en train de changer ce qui restait du rapport aux animaux pour un effacement des animaux et donc leur effacement de notre alimentation, mais qui est aussi évidemment un effacement de nos vies, parce que si on ne mange plus les animaux, si on ne mange plus de produits animaux, évidemment il n'y aura plus d'animaux de ferme. Alors, c'est là comment aussi. Alors, il y a aussi, bon, avant de dire ça, il y a aussi le fait que, parce alors ça, c'est clairement, voilà, une espèce de rupture dans la dynamique d'industrialisation, mais qui est la poursuite de ce qui précède. Mais il y a quelque chose qui l'est encore plus, c'est évidemment la viande in vitro, parce que la zootechnie, au milieu du 19e siècle, a dit aux animaux que c'est pas les animaux qu'ils élevaient, en fait ils étaient là pour produire de la matière animale. C'est dit comme ça, là, les animaux ils servent à produire de la matière animale. D'ailleurs, quand on voit travailler une porcherie, on voit bien que les travailleurs sont là pour produire la matière animale porcine ou la matière animale avicole. Voilà, c'est juste une matière animale qui sert soit à faire du beefsteak, soit à faire du hachis parmentier. Dans ce cas-là, elle passe par des... Alors que la viande in vitro, c'est en fait, moi ce que j'ai fait un papier là-dessus, c'est en fait c'est un genre de stade ultime de la zootechnie. La matière animale sans les animaux. Vous voyez, la zootechnie a dit qu'il fallait sortir la matière animale des animaux. Maintenant, on en est à faire de la matière animale sans les animaux, à partir de la cellule, quoi. Alors bon, je peux juste dire deux mots là-dessus, c'est que cette viande in vitro, elle peut paraître séduisante comme ça. Je sais qu'elle paraît séduisante à certains parce qu'on se dit, bah tiens, voilà, c'est bien, on pourra manger de la viande et on ne tuera plus les animaux, c'est super. Voilà, c'est pas super du tout en fait. D'abord, c'est pas super d'un point de vue politique parce que imaginez qu'il n'y ait plus d'animaux d'élevage et qu'il n'y ait plus que les multinationales qui fassent ce genre de produits. Là, on peut dire qu'on est dans leurs mains, quoi, pour manger. On est comme les cochons dans une porcherie. Là, si on nous donne à manger, on mange. Si on ne nous donne pas, on ne mange pas, quoi. Ça peut être produit dans des usines immenses, n'importe où. C'est absolument pas localisé. Mais c'est aussi alors, les substituts à l'alimentation carnée, genre poulet sans poulet, par exemple, jambon sans jambon, voilà. Si vous regardez ce que c'est, mais tout ça c'est sur Internet. Hein. Par exemple, si vous regardez la société Hampton Creek Food ou Beyond Meat ou de la viande et tout ça, il y a la composition des produits. C'est essentiellement du soja, des légumineuses, des goûts
ci et de ça, des épices, enfin, voilà. Le produit principal, c'est le soja, et évidemment, là on voit bien les intérêts en jeu, quoi. Mais là, il y a dans ces substituts, il y a une végétalisation, en fait, il y a un effacement de l'animal et une végétalisation de l'alimentation. Dans la viande in vitro, il y a la proposition que c'est de la viande, d'abord dans le terme. Alors, ce qui est étonnant, enfin, je le signale, pour l'instant, par exemple, ces substituts à l'alimentation carnée, justement, ils s'appellent poulet sans poulet. Chicken free, voilà. Il y a l'idée de l'animal, quand même. C'est du poulet sans poulet, donc on dit, vous mangez du poulet, mais c'est pas vraiment du poulet, parce que le poulet que vous auriez... En fait, moi je pense que ça a l'intérêt de garder le nom de l'animal, parce qu'on dit, en fait, vous ne mangez pas du poulet, et grâce au fait que vous ne mangez pas du poulet, le poulet que vous auriez dû manger, eh ben, il est libre, voilà. Donc voilà, il y a un jeu sur le... Alors je pense que ça ne va pas durer, je pense que c'est le temps qu'on s'habitue, en fait, à manger ce genre de choses, puis après, ça s'appellera... n'importe quoi, ils pourront donner n'importe quel nom, Enfin, l'animal l'animal reste parce qu'il est ancré dans nos représentations, donc ils ne peuvent pas nous donner à manger sans qu'il n'y ait plus d'animaux du tout. Je pense que là, ils sentent bien qu'il y a quelque chose qui... Et la viande in vitro, là on garde le terme de viande, donc sauf que c'est pas de la viande, parce que justement, on pourra en reparler, mais la viande, c'est un animal, c'est la carcasse d'un animal qui était vivant, c'est quelque chose, c'est le résultat du passage d'un animal de vivant à mort. Il y avait un animal, il n'y est plus, il reste la carcasse, mais il reste l'animal, parce que c'est son corps mort, et c'était avant son corps vivant. Et ce corps mort, avant l'animal était vivant, et on le sait, c'était un être subjectif, il y avait de la vie. Et c'est pour ça, je pense, qu'on mange de la viande, c'est parce que c'est de la vie qui est passée vers nous. C'est-à-dire, la vie, elle est passée de l'animal vers nous. D'ailleurs, viande, ça veut dire vie. Donc voilà, il y a des différences entre ces deux types de substituts à l'alimentation carnée. Dans un cas, il y a un effacement d'animal des représentations et on mange en fait des végétaux. Dans l'autre, on est supposé manger de la viande, mais en fait, on mange une viande, ce qui n'est pas de la viande, d'ailleurs, c'est du muscle qui est désubjectivé. Il n'y a pas de sujet de la vie avant. Donc en fait, moi, ce que j'écris, c'est que c'est du mort-vivant. C'est du vivant parce que c'est de la vie biologique, mais c'est mort parce que ça n'a jamais été vivant. Donc c'est du mort-vivant, quoi. Voilà. Et donc, voilà, c'est ce qu'ils nous proposent de manger, parce que il y a énormément de chercheurs qui travaillent sur cette viande in vitro, il y a énormément de financement. Parce que Bill Gates, par exemple, finance à la fois le jambon sans jambon et la viande in vitro. Ils misent vraiment, ils veulent vraiment prendre en main l'alimentation, toutes ces multinationales. Et donc voilà, et alors le problème, le problème évidemment, à mon sens, de la défense des animaux aujourd'hui, c'est que en nous disant arrêtez comme L214 par exemple, arrêtez de manger la viande, vous êtes criminels, ou tous ces livres qui nous disent qu'on est des criminels, mais ils ne voient pas du tout ça, quoi. Ils voient pas, et d'ailleurs, comme beaucoup de militants véganes, ne sont pas hostiles à la viande in vitro de même. Il y a même des philosophes ou des intellectuels défenseurs de cette cause qui promeuvent directement la viande in vitro et ces nouveaux types d'alimentation, sans voir que justement ils participent d'une continuité de la dépossession du capitalisme, que le capitalisme fait de nos relations aux animaux. Alors, ils ont dépossédé les paysans de leurs relations aux animaux, maintenant c'est nous qui les dépossédons. Parce qu'une fois qu'on aura... Déjà, ils nous dépossèdent de notre rapport alimentaire aux animaux, mais aussi, donc, si on ne mange plus de vaches, il n'y aura plus de vaches, et s'il n'y a plus de vaches, il n'y aura plus de chiens bientôt. Puisque c'est la domestication elle-même qui est en jeu. Donc en fait, tout ce système nous prépare un monde sans animaux, quoi. Et c'est pas pour dans 1000 ans, quoi. Ça peut être extrêmement rapide, ça peut aller extrêmement vite. Donc il y a ce type d'alternative, et puis il y a, alors ce type d'alternative, évidemment, pour moi c'est assez infernal, et
puis il y a l'alternative que je défends, qui est... Mais enfin, cette alternative là, que je viens d'écrire, c'est celle-là qui est en train d'arriver. C'est celle-là qui est soutenue par des milliards, les milliards des multinationales. D'ailleurs, on voit bien, si vous ouvrez les magazines, vous allez dans un... Moi, je prends mon bout de train, là, chaque fois que je vais dans un machin, chaque fois, il y a un magazine qui parle des animaux et du crime que c'est de manger des animaux, quoi. Donc, voilà, avec un tel battage médiatique, c'est sûr que, sans compter, enfin, que vraiment la plupart des journalistes sont complaisants à l'égard de tout ça, quoi. Et qu'il n'y a pas justement cette analyse-là. Qu'est-ce qui se passe si on ne mange plus les animaux et qu'est-ce qu'on mange à la place, quoi. Voilà, c'est quand même la première des questions à se poser, quoi. Alors après, donc, il y a un autre truc que je défends, enfin une autre voie que je défends, c'est celle qui consiste à refaire de l'élevage. Alors, refaire de l'élevage, c'est justement refaire ce que j'ai décrit tout à l'heure, redonner à l'élevage sa dimension multiple, ses multiples rationalités, c'est-à-dire, de toute façon, ça ne serait pas grand-chose, ça serait simplement laisser les gens refaire de l'élevage, parce que je rencontre beaucoup de gens qui me disent, je voudrais, des gens qui viennent me voir, donc ils m'appellent, je voudrais être éleveur, comment je fais ? Quelles études je dois faire? Mais il n'y en a pas d'études. Il y a des études pour faire des productions animales, pour faire de l'élevage, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'école où on apprendrait qu'est-ce que c'est que l'élevage. Alors il y a des bribes par-ci par-là, mais par exemple la voie logique, qui est celle que j'ai suivie moi-même quand j'ai repris des études, c'est de faire un BTS production animale. Et là on apprend, oui, à produire des animaux, à produire de la matière animale. Et donc, toutes ces bonnes volontés pour faire de l'élevage, elles sont là. Il y a plein de jeunes qui voudraient faire de l'élevage, en fait. Il n'y a pas besoin de... il suffit de ne pas les empêcher de le faire. Voilà. Et pas empêcher les éleveurs de faire de l'élevage. Enfin, voilà, il n'y a pas besoin de... Il suffirait de laisser faire les gens dans ce sens-là. Alors, le point nodal, quand même, de cette question de refaire de l'élevage, c'est l'abattage des animaux. Parce que dans toute cette évolution, dans toute cette distanciation qu'on a eue, dans toute cette dépossession des animaux qu'on a eue, évidemment, la question de la mort nous a complètement échappé. Et du coup, là, il y a des gens qui découvrent que pour manger de la viande, il faut tuer les animaux. Donc, tuer les animaux, c'est vraiment aujourd'hui la question la plus difficile à résoudre. Parce que, d'abord, la mort, c'est complètement absenté de nos sociétés, pas seulement celle de nos animaux, mais la mort tout court. On dirait qu'on est immortel, donc d'ailleurs l'immortalité c'est aussi un des buts de certains aujourd'hui, ce qui paraît pareil, qui sont rattachés à ces mêmes milieux de l'argent, transhumanistes et autres, mais bon, ça, j'en parle pas, mais pourtant ça va quand même avec. C'est-à-dire que l'idée aujourd'hui qu'on peut devenir immortel, cette idée qui est portée par les transhumanistes, elle va bien quand même, elle colle bien quand même avec tout le reste. Avec l'idée que, en fait, on meurt plus. Les animaux meurent plus, nous on meurt plus personne ne meurt. On ne sait pas ce qui va se passer, mais comment on peut ne plus mourir dans un monde fini? On sait bien que c'est impossible. Donc, et donc, cette question de la mort des animaux, elle est très importante. Enfin, moi, j'y travaille depuis 1997, donc ça fait vraiment longtemps que je travaille sur cette question. Comment comprendre qu'on tue les animaux, pourquoi on tue les animaux, est-ce qu'on pourrait élever des animaux sans les tuer, enfin voilà, toutes ces questions sont extrêmement importantes. Alors le point sur lequel je travaille et depuis longtemps, c'est de sortir des abattoirs industriels, déjà dans un premier temps, d'arriver à redonner aux éleveurs la maîtrise de la mort de leurs animaux. C'est ce qu'ils disent. On a donné la vie aux animaux, on veut leur donner la mort. Et ça, c'est impossible parce qu'ils sont obligés d'emmener leurs animaux à l'abattoir. Donc là, c'est pour ça qu'on travaille sur l'abattoir mobile. Alors, je vous renvoie au site de notre collectif, j'anime un collectif qui s'appelle Quand l'abattoir vient à la ferme. On a un site et une page Facebook. Et donc, on essaye de développer. Alors, c'est un premier pas à l'abattoir mobile. Donc, on est un collectif avec des éleveurs, des protecteurs des animaux, des vétérinaires. Il y a la Confédération paysanne, il y a l'association Nature et Progrès, par exemple. Enfin, voilà, on est comme ça, un collectif de gens différents qui essayons de développer
cette idée celle des éleveurs, que l'animal, pour éviter la souffrance, la première des choses, c'est qu'il ne quitte pas la ferme. Donc voilà, on est en train de travailler là-dessus. Là, vous avez vu qu'il y avait une commission, il y a eu une commission abattoir, donc le rapport est sorti mardi. Donc voilà, on est en train de travailler pour voir ce qu'on va pouvoir faire à partir de ce rapport. Alors après, il y a une autre façon aussi, mais ça sera mon dernier point à prendre en compte pour refaire de l'élevage, c'est de tenir compte des animaux beaucoup plus qu'on l'a fait jusqu'à présent. Mais c'est pas qu'avant les paysans ne tenaient pas compte de leurs animaux, mais comme les paysans n'ont pas écrit de livres, les paysans, je veux dire, du 19e siècle par exemple, ceux qui ont vécu la première dépossession, voilà, on a une idée des animaux qui a été construite par la zootechnie en fait. Et donc il faut revenir sur qu'est-ce que les animaux font dans un système d'élevage. Alors c'est relié à l'idée de la domestication, à ce que je disais tout à l'heure, qu'on peut voir la domestication comme un processus d'émancipation et pas forcément comme un processus d'exploitation. Et donc là, c'est un thème qu'on a travaillé, là, parce que là c'est en train de se finir, même si on cherche du financement pour continuer. Un projet de recherche qui a été financé, que j'animais, qui était sur la question « Est-ce que les animaux travaillent ?» Alors qu'il y a une question que j'ai... Comme j'étais éleveuse, que j'ai en fait, sur laquelle j'ai réfléchi, mais réfléchir c'est pas le mot, mais que je ruminais depuis longtemps, c'est est-ce que les animaux travaillent? Voilà, parce que quand on est éleveur, on est avec les animaux toute la journée, voilà, ils font des choses, et on voit bien, enfin, puis après, en faisant des études, des observations, on voit encore mieux que sans leur bonne volonté, en fait, on ne pourrait rien faire. Si les animaux étaient résistants au travail, rien ne se passerait. On ne ferait pas la traite, on n'irait pas au champ, on ne ferait rien du tout, quoi. Et quand on les regarde, dans une journée de travail, on voit en fait qu'ils anticipent plein de choses. Ils savent comment se déroule la journée. Et quand on arrive au moment de la traite, bon, ils sont déjà quasi prêts à la traite. On sort, ils sont déjà devant la porte, ils savent l'heure. Enfin voilà, c'est. Et donc ce qu'on a essayé de montrer dans ce projet, c'est justement de montrer que les animaux ont. Alors ça, c'était notre hypothèse, mais on peut dire qu'elle est vraiment validée là, pour les travaux qu'on a faits, que les animaux ont un rapport subjectif au travail. C'est-à-dire que c'est pas, les animaux ne sont pas conditionnés, ils ne sont pas obéissants, ils ont une idée du travail, ils s'y investissent ou pas, s'ils ne veulent pas, ils ne s'y investissent pas. Mais chacun pour sa part, quoi. Chaque animal a une idée du monde du travail dans lequel il vit et voilà, comment il faut être dans cet univers du travail. Alors juste pour revenir justement sur la question du travail, c'est que c'est difficile d'analyser le travail du point de vue des humains. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de définition du travail. C'est pour ça que la clinique du travail dit, Christophe Dejour par exemple, dit que le travail est difficile à définir, mais il n'y a pas de production laitière sans des vaches qui participent à la production. Que ce soit un grand système industriel, que ce soit les 1000 vaches ou que ce soit un petit éleveur avec ses vaches dans les champs, il y a une collaboration, voire une coopération des animaux au travail. Et ça, c'est important. Enfin, c'est important parce que dans le travail, justement, si travailler, c'est le cœur du travail, c'est le vivre ensemble, c'est parce que c'est un investissement de la subjectivité, de l'intersubjectivité. Donc c'est la subjectivité qui est au cœur du travail. C'est pour ça que le travail est important et le travail nous enrichit, c'est parce qu'en fait, il nous fait grandir, il nous construit, il construit notre subjectivité, justement. Et donc notre hypothèse, on a travaillé 4 ans là-dessus, on a fait plusieurs livres, plusieurs articles, et donc on essaye de trouver les financements pour continuer. Voilà, l'idée de départ, c'est que les animaux, vu que si on les regarde, ils agissent dans le champ du travail,
Et on voit bien qu'ils n'agissent pas n'importe comment, qu'ils ne font pas tous la même chose. Donc notre hypothèse, c'était qu'ils ont une intelligence de ce qui se passe. Et donc c'était ça qu'on essayait de mettre au jour, et donc c'est ce qu'on a fait. Donc on l'a fait par exemple avec des terrains comme des chiens de berger, des chiens d'aveugle, chiens policiers, au zoo, au cirque, avec des ânes. Enfin voilà, on a fait différents terrains, on a regardé ce que faisaient les animaux dans le travail. Et donc en fait ce qu'on voit, c'est que les animaux font toujours plus que ce qui est demandé en fait. Par exemple un chien d'aveugle, enfin c'est assez extraordinaire ce que fait un chien d'aveugle. En fait, il est toujours surprenant. Voilà. Il est toujours... les gens qui travaillent avec les animaux, en fait, s'ils sont dans une relation d'intelligence avec eux, évidemment, s'ils les regardent et s'ils s'intéressent à eux, ben, c'est pour ça que c'est toujours une surprise, même quand on a un chien ou un chat à la maison, c'est toujours une surprise de vivre avec les animaux, parce qu'ils ont toujours c'est quelque chose de plus à quoi vous ne vous attendiez pas, mais qui résulte de la relation, le plus souvent donc de travail que vous entretenez avec eux. Voilà, et donc ça c'est un enjeu pour refaire de l'élevage, parce que les animaux, on ne peut plus les considérer voilà, comme il y a 50 ans. Ils ont changé dans notre esprit. Ils avaient changé dans l'esprit des paysans au XIXe siècle à cause de l'industrialisation, et là ils changent parce que voilà, le monde change et qu'on a envie au moins de vivre pacifiquement. Si on se détruit entre nous, on a au moins envie de vivre pacifiquement avec les animaux, si on veut vivre avec des animaux. Et donc voilà, je vais m'arrêter là. Là on est face, je pense, à un changement de paradigme en fait. Je pense qu'on est à un moment de notre vie avec les animaux complètement nouvelle, c'est-à-dire qu'on vit depuis 10 000 ans avec les animaux, et là, en ce moment, on est en train de faire et de décider si on va continuer à vivre avec eux ou pas. C'est en ce moment, à mon avis, qu'on est en train de décider ça, en décidant si on mange les animaux ou pas, si on préfère manger de la viande in vitro, donc et tout ça, parce que manger les animaux, c'est justement... C'est un paradoxe, mais c'est ça qui nous relie à eux. Même si le but, c'est de manger moins de viande, élever mieux les animaux, etc. Je ne dis pas qu'il faut manger de la... Mais voilà, cette vie avec les animaux, il faut la prendre à la fois dans sa dimension voilà, de vie et de mort. Voilà, donc soit on accepte ça, voilà, mais avec beaucoup de choses à changer et beaucoup de choses à penser, ou soit on arrête de penser, et justement, on fait confiance à Bill Gates, on arrête de penser, et puis on dit voilà, on ne tue plus les animaux, on ne les mange plus, et on ne se demande pas avec qui on va vivre, et qu'est-ce qu'on va manger. Et c'est aujourd'hui, je pense que c'est vraiment une situation inédite, c'est quelque chose qui n'était pas arrivé jusqu'à présent, que cette relation de domestication qui nous paraît une évidence, en fait, elle est mise en jeu, mais elle est mise en jeu subrepticement. C'est-à-dire, je pense que ça n'apparaît pas à la plupart d'entre nous que il y a une question décisive qui est en train de nous être posée, parce qu'elle nous est posée par des biais qui se centrent sur l'alimentation carnée au lieu de se centrer sur nos relations animaux. Au lieu de nous dire est-ce que vous voulez arrêter de manger de la viande, il faudrait nous dire est-ce que vous voulez continuer à vivre avec des animaux. Et là, du coup, on ne répond pas la même chose. Donc c'est cet écart entre les deux réponses qu'il faut travailler. Voilà. Je vous remercie.